Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'information sur les antennes de Forio Télévision Africa. Vous écoutez, vous regardez le bulletin d'information et la première partie, c'est en langue anglaise avec vous, Dix Nabissi. Thank you, Bella. Good day, ladies and gentlemen. Thank you, Mansley, for joining us on this news bulletin over 4U Media Africa. We debuted in Kenya, the East African country, where a court there in the East African nation on Thursday allowed a request by a public prosecutors to withdraw a 7.4 billion shillings corruption case against Deputy President Rigathi Gachagua due to lack of evidence. The rest of this story is in the following reports. A Kenyan court on Thursday, November 10, 2022, allowed a request by public prosecutors to withdraw a 7.4 billion shillings, approximately $60 million, corruption case against Deputy President Rigathi Gachagua due to insufficient evidence. Gachagua, alongside others, were charged with corruption in July last year, though he has denied any wrongdoings. Victor Wawumali, a magistrate, said in his ruling that the application by a Director of Public Prosecutions has already been granted. He warned and informed the accused persons may be rearrested and future should investigators find evidence on similar charges. The Director of Public Prosecutions, Nordin Haji, had asked the court earlier this month to allow the withdrawal of the graft charges against Gachagua, citing a lack of evidence. Under new President William Ruto's government, prosecutors have withdrawn several cases against some of his allies on the same grounds. In a separate ruling in July, a Kenyan court ordered Gachagua to repay 202 million shillings it determined were the proceeds of corruption. Back then, Gachagua said the verdict was intended to undermine his candidacy in the August 9 election on then presidential candidate Julio's ticket. Ladies and gentlemen, we stay in the East African country of Kenya, where Kenya's parliament has approved the deployment of nearly 1,000 soldiers for a new regional force in the Democratic Republic of Congo, amidst questions about the $37 million cost for the first 6 months of the mission. The rest of the story is with you, Fotso. Local newspapers reported that the approval, which was given on Wednesday, came 2 days after Defense Cabinet Secretary Aden Douale met the Parliamentary Defense Committee. The committee report says the money will be spent on equipment, allowances and operations for the more than 900 soldiers joining the East African Community Regional Force that will support Congolese forces against armed groups. Opposition locals on their side questioned why Kenya is spending so much money on the regional mission while the country faces its own security issues. Kenya also face rising inflation and high public debt that President William Ruto inherited from his successor Uhuru Kenyatta, they added. Last week, Ruto called the mission necessary and urgent for regional security. Violence by armed groups in the eastern part has led to a diplomatic crisis between DRC and neighboring Rwanda, which accuse each other of backing certain groups. The Kenyan forces will be based in Goma, the largest city in the eastern DRC. The regional force agreed upon by head of state in June and led by a Kenyan commander also has 2 battalions from Uganda, 2 from Burundi and 1 from South Sudan. There is a possibility that international financing may be secured for the mission, the committee report said. From the eastern part of Africa to the northern part of Africa, ladies and gentlemen, we now take you to Tunisia, where the leader of the Islamic Party at Idaha, Rached Oganachu, appeared Thursday before a court in Susa, eastern region of the country, as part of an investigation for money laundering and incitement of violence. The rest of the story is in the following reports. Mr. Ganushi, who headed the frozen parliament in July 2021 and then dissolved by President Said, had already been questioned last July as part of an investigation opened in this case called Instaligo. All the members of INADA are also being prosecuted for allegedly suspicious financial transactions with Instaligo,
a digital content production company accused, according to local media, of setting up defamation campaigns against senior state officials. The Instalegal firm, which has been under judicial investigation since 2021, has been suspected of plotting against state security and inciting violence. I came here out of respect for justice and because I know that the files are clear and do not contain evidence of crimes for altering the nature of the state regime, inciting citizens to kill each other, sowing chaos and laundering money. This does not exist in reality. The regime aims to divert the real problems that it faces. Mr. Ghannouchi, 81, is a vocal critic of the coup of President Said, who took over full powers on July 25, 2021. He is also being prosecuted in another case known as the shipment of jihadis to conflict zones, which has been at the heart of the political debate for years and has recently resurfaced. Other officials have been heard by the Tunis Anti-Terrorism Unit in this investigation into the alleged sending of jihadis to Syria and Iraq. The Ennahda party, a pillar of the governments that have come to power since 2011, is suspected by its critic and part of the political class of having facilitated the departure of these jihadis to combat zones, which the movement categorically denies. In early July, the court ordered the freezing of the Tunisian bank account of Mr. Ghannouchi and a dozen members of his family and his party. On June 27, judicial authorities also banned Mr. Ghannouchi from traveling abroad as part of another investigation into the 2013 assassination of two leftist leaders. Ennahda and Mr. Ghannouchi have rejected all charges against them. We take you back to East Africa to talk insecurity in Somalia, where Somalia's army and allies, clan militias, have killed at least 20 Al-Shabaab fighters in towns in the center of the country, authorities said on Wednesday, in the latest onslaught against his Islamic group. Take a listen to the details of the story. Somalia's army and allied clans militias have killed at least 20 Al-Shabaab fighters in towns in the center of the country, a regional official and the information ministry said on Wednesday, in the latest onslaught against the Islamic group. Ahmed Shaye Falegle, information minister for the regional Galamuk state, said that in the ensuing clash between the two groups, the army and the militias also captured El Garouf and Webler, towns which had been in Al-Shabaab control for almost 10 years. According to reports, there was no fierce fighting. The minister quoted, "We are determined to liberate all the towns which were controlled by Al-Shabaab. As we pursued them, 6 of our soldiers were wounded." The central government's Ministry of Information said in a statement that the number of dead of Al-Shabaab fighters stood at 50. Al-Qaeda-linked Al-Shabaab has been under pressure since August 2022, when President Hassan Sheikh Mohamud became an offensive against them, supported by the United States and clan militias locally known as the Makawisli. The group has killed tens of thousands since 2006 in its fight to overthrow Somalia's central government and implement its interpretation of Islamic law. We wrap up this first segment to talk climate change COP27, where over 85 insurers from the African continent have pledged to create a financing facility to provide $14 billion of cover to help continent's most vulnerable communities deal with the climate disaster risk such as floods and droughts. Take a listen to the rest of the story. A group of more than 85 insurers from the African continent have pledged to create a financing facility to provide $14 billion of cover to help the continent's most vulnerable communities deal with climate disaster risks such as floods and droughts. The commitment to create the African Climate Risk Facility, the ACRF, was made on Wednesday during the COP27 climate talks as developing countries push their richer peers to do more to help them pay for the cost of responding to such events. A demand of compensation for the loss and damage caused by global warming
has long been rejected by richer countries whose leaders are wary of accepting liability for the green gas emissions-driven climate change. Africa, which accounts for less than 4% of greenhouse gas emissions, has long been expected to be severely impacted by climate change. Against that backdrop, the African Insurance Plan is based around creating a scalable, local market-based funding tool to help countries better manage the financial risks of climate shocks and increase the resilience of its more vulnerable communities, the group said in a statement. According to sources, the ACROF will provide protection for 1.4 billion people against floods, droughts and tropical cyclones by providing $14 billion of climate risk insurance by 2030 to African sovereigns, cities, humanitarian organizations and NGOs. The group is therefore calling for $900 million in funding for development partners and philanthropies to support the project. Ladies and gentlemen, that is the end for the English segment of this news bulletin. The next segment is going to be in the French language with you, Bala. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à l'information sur les antennes de Ferio Télévision Africa. Pour cette seconde partie en langue française, nous débutons donc en Afrique centrale où nous parlons justement d'une visite à Toulon en France le mercredi dernier, bien sûr du président Emmanuel Macron qui a annoncé dans un discours la fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel et justement se donne 6 mois pour la finalisation de nouvelles stratégies de la France en Afrique. Il a donc précisé que le soutien militaire aux pays africains se poursuivra donc sur de nouvelles bases. Écoutons plutôt les détails qui sont contenus dans ce reportage signé Emma Moto. Dans son discours prononcé à Toulon, le 9 novembre 2022, le président français Emmanuel Macron a officiellement annoncé la fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel et se donne 6 mois pour finaliser la nouvelle stratégie de la France en Afrique après une consultation avec les partenaires africains. Il a également précisé que le soutien militaire aux pays africains se poursuivra cette fois sur de nouvelles bases. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipements, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Il viendra aussi, et oserais-je dire surtout, en soutien des efforts civils déployés par les autorités africaines pour répondre aux tensions communautaires, aux vulnérabilités sociales et économiques que tentent d'exploiter les groupes terroristes. Selon l'Élysée, l'annonce de la fin de l'opération militaire Barkhane est sans conséquence immédiate sur le dispositif militaire français au Sahel. L'idée est d'agir à l'avenir en toute discrétion, en soutien aux pays partenaires et une expertise sur le plan de la fourniture en équipement et de formation. Adoption d'une nouvelle loi en Côte d'Ivoire. Le verdict est tombé 122 sur 155 voix en séance plénière. Cette loi permet donc d'ajouter 2 nouveaux postes au sein même de la commission électorale indépendante. Ce malgré même le vote de l'opposition se dit butitatif et reste tout de même méfiant. Et comme habité à suivre pour nous cette actualité, les détails. En séance plénière ce mercredi, une loi permettant d'ajouter 2 nouveaux postes au sein de la commission électorale indépendante vient d'être votée à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Une manière d'appliquer les conclusions de la 5e phase du dialogue politique de mars. Malgré cela, l'opposition reste dubitative quant à la crédibilité de cette institution. Après quelques débats sur la forme, 122 parlementaires sur 255 ont voté pour cette loi qui, selon le député du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Fat Moussa Koulibaly, est une main tendue du président. Pour le PPAC Côte d'Ivoire, cette abstention est aussi un signal d'ouverture en vue d'espérer de nouvelles discussions entre partis politiques et majorité présidentielle. Pour rappel, le dialogue politique entre pouvoir et opposition
s'était tenue au mois de mars 2022 dernier, après 2 mois et demi de débat, dans un climat apaisé, les acteurs s'engageant ainsi notamment à renforcer la culture démocratique dans le pays, marqué par des violences électorales lors de la présidentielle 2020. Manifestation du 20 octobre. Le leader du parti politique Les Transformateurs, Succès Masra, a annoncé qu'il a saisi la Cour pénale internationale par rapport aux manifestations meurtrières qui ont eu lieu le 20 octobre 2022 dans certaines villes tchadiennes. Succès Masra a donc saisi la Cour pénale internationale, cité par voie des avocats français, Monsieur Vincent et Monsieur Bardan William, évoquant donc des faits susceptibles de revêtir la qualification de crime contre l'humanité. Nguédé revient ici avec plus de précision. C'est dans un document d'une trentaine de pages que les conseils du président du parti, Les Transformateurs, incriminent en premier lieu le président de la transition Mahamat Idriss Déby, considéré comme le donneur d'ordre de ces attaques généralisées et systématiques consécutives à son maintien au pouvoir, avec opportunité de pouvoir concourir à la prochaine élection. Sont également visés le ministre de la Sécurité Idriss Dokoni Adiker et les généraux Moussa Dirko, directeur général de la police, Ahmad Dari à la tête des renseignements généraux et Daher Erda Taïro, patron de la garde présidentielle. Selon le communiqué, la Cour pénale internationale est saisie pour des fins susceptibles de revêtir la qualification de crime contre l'humanité. C'est au nom du peuple tchadien qu'il le fait, a relevé Succès Masra afin que le tribunal international sache la vérité sur ces massacres qui ont visé une catégorie de Tchadiens revendiquant pacifiquement la justice et l'égalité face à un pouvoir dynastique armé. Selon le bilan officiel rendu public par le gouvernement tchadien, les événements du 20 octobre dernier ont causé le décès d'une cinquantaine de personnes et plus de 300 blessés. Cependant, selon les conseils de Succès Masra, il faut ajouter à ces décès des détentions arbitraires massives, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture ayant par exemple alerté de ce que 1000 personnes auraient été déportées vers la prison, entre 500 et 150 personnes tuées, plus de 180 personnes portées disparues et les forces de sécurité ciblant particulièrement certaines communautés. Eh bien, parlons de toute autre chose à présent. Le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UMEAC, a donc annoncé par la note de résolution numéro le 17 novembre dernier la mise sur le marché d'une nouvelle gamme de billets de francs CFA le 15 décembre 2022, et ce qui met justement au goût du jour la problématique du franc CFA et dont le changement se veut donc lentement par le peuple africain. Pour en savoir plus sur cette actualité, Faune Noire a suivi pour nous cette actualité, les détails. Les pays membres de la CEMAC se verront avec de nouvelles gammes de billets de francs CFA dès le 15 décembre 2022. L'annonce a été faite par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, dans sa note intitulée Résolution numéro 1 le 7 novembre dernier. L'économiste Dr Jean-Marie Biada nous dit que ce changement était attendu depuis 10 ans aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans qu'on l'attend. Généralement, dans un espace économique, les signes monétaires qui sont diffusés sont généralement changés tous les 10 ans. Or, on devait avoir changé dans ces gammes-là depuis 2010, 2011, 2012 ou plus tard par là. Cela n'a pas été le cas. Et vous voyez très bien que l'objectif de changer ces signes, c'est dû au fait que la monnaie, notamment les billets de banque étant donc de la marchandise, une matière, elles prennent le temps de vieillir. On s'est rendu à l'évidence que c'est au bout de 10 ans que les signes pour sécuriser ces signes monétaires vieillissent et ne répondent plus favorablement, et que même les gens qui s'amusent à faire de la contrefaçon monétaire, au bout de 10 ans quand même, auraient eu le temps de maîtriser cette technologie. On change donc pour ne pas leur donner la possibilité de prospérer dans leur acte malfaisante et malveillante de multiplication monétaire. Toutefois, bien que ceci réponde à l'orthodoxie monétaire, il se pose néanmoins avec acuité la problématique autour du franc CFA, une véritable gangrène pour le développement des pays africains. Mais de l'avis de notre expert, il est d'une opérationnalisation afin d'alimenter le marché. La question du changement du franc CFA étant une décision politique.
la priorité des priorités actuellement, à mon sens, ce n'est pas de changer le franc CFA, c'est un débat éminemment politique. Et là, tout de suite, nous sommes en train de parler d'un problème purement opératoire, c'est-à-dire changer les signes monétaires et non changer la monnaie qui a cours légal et pouvoir libératoire dans la zone CEMAC Afrique centrale. Donc, la zone Afrique centrale, CEMAC. Autrement dit, la grosse préoccupation, justement, c'est pas simplement de changer ces billets-là. On va changer ces billets, mais derrière ça, n'oubliez pas qu'on va alimenter le marché, on va approvisionner le marché camerounais en monnaie divisionnaire, en pièces métalliques qui font énormément défaut ces derniers temps et atrophient donc laissant une activité, pas forcément du secteur informel, les activités de suivi. Il y a la question de savoir si avec la nouvelle gamme de billets, la fraude verrait son terme. Le docteur Jean-Marie Biada rassure sur la sécurisation. Non, jusqu'ici, les autorités monétaires ont réussi à sécuriser ces signes monétaires. Tous ceux qui font dans le faux monnayage, dans la contrefaçon des signes monétaires, ne prospèrent pas assez souvent. Vous voyez que au bout de 2-3 semaines, on n'hésite pas de vous les montrer à la télévision et ces gens vont poursuivre leur activité de malfaisance monétaire au niveau de l'université que l'État a créée pour eux, notamment des départements spécialisés à la faculté de Nubel et à la faculté de Condengui. En attendant donc que les politiques et les gouvernements des pays de l'Afrique centrale ne prennent la décision de quitter le franc CFA, les autorités monétaires ont pour mission de veiller à fournir aux utilisateurs des gammes de billets capables de leur permettre de faire mouvoir et faire avancer les économies et les marchés sous-régionaux. Parlons sport à présent. Nous sommes donc au Cameroun. Rigobert Song n'a pas traîné pour dévoiler la liste des 26 lions indomptables qui défendront donc les couleurs du Cameroun durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sitôt le match de préparation face à la Jamaïque conclu, le sélectionneur a annoncé d'identifier les heureux élus. C'était le 9 novembre 2022 à Yaoundé, la capitale politique. L'expérimenté Nicolas Nkoulou, qui était là au mondiaux de 2010 et même de 2014, tout comme les attaquants Eric Maxime Choupo-Moting et bien sûr Vincent Aboubaka, confirment donc leur présence, contrairement à Ngande qui donc oublié par les staffs. Les précisions sont contenues dans ce reportage. Sur les 26, 23 étaient déjà présents lors du dernier regroupement à Séoul en Corée du Sud. Bien qu'absent lors de cette expédition, Franck Zambo-Anguissa fait son comeback. Lui qui a 26 ans réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière avec son club Naples, leader du championnat d'Italie, qui a par ailleurs terminé en tête de son groupe en Ligue des Champions devant Liverpool. À côté de Franck Zambo-Anguissa, le Cameroun peut également compter sur Eric Maxime Choupo-Moting, irrésistible avec le Bayern, un début de saison ponctué de 10 buts, toutes compétitions confondues en 15 matchs disputés. Sans surprise, les cadres de l'équipe nationale sont présents. Le capitaine Vincent Aboubakar, le gardien de but André Onana, le Lyonnais Karl Toko Ekambi, auteur du but de la qualification face à l'Algérie. Dans le registre des surprises, le sélectionneur-manager Rigobert Song fait appel à 2 joueurs locaux, dont le ballon d'or camerounais Souaïbo Marou, l'attaquant de Coton Sport de Garoua, et Jérôme Gob Bekile, de la colonne sportive du Djaïlobo. Les grands absents de ce mondial étant, bien sûr, Michael Gade-Gadjoui, Léandre Tawamba, Jean-Émile Junior Odana et Ignatius Kianago. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Pour la version française, je suis Bala. And for the English presentation, I have been Jix Nabuse. Ladies and gentlemen, programs continue over 4U Media Africa.